Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de notre podcast Jeux de société de Jeux Bacon. Mais aujourd'hui, c'est une édition bien spéciale parce qu'on va on va avoir une discussion sur l'accessibilité dans le monde dans le monde du jeu en général, mais surtout le jeu de table, le jeu de société. Donc, cette discussion-là est présentée par Asmodée Canada et la gamme Accès Plus. Et on a un invité spécial pour nous en parler. Micha, est-ce que tu permets que je t'appelle Micha? Parfait, parfait. Micha Le Bourris, qui va nous parler un petit peu, nous présenter cette gamme-là de jeux accessibles. Comment ça va, Micha? Ah, ça va très bien. Oui, là, c'est le début d'après-midi, il fait beau à Paris, tout roule. Wow! Ben, merci de te joindre à nous. Écoute, je pense que moi, en tout cas, je parle pour moi, là, mais l'idée de accessibilité, pour moi, c'était un peu nébuleux ce que ça voulait dire. C'est quoi l'accessibilité dans un jeu? Comment on peut rendre un jeu plus accessible et pour qui? Euh, le jeu, on a l'impression que c'est accessible à tout le monde, facile et que c'est un loisir, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un public qui était ignoré, qui n'avait pas accès à des jeux simples, à des jeux auxquels toi, moi, on peut jouer tous les jours. Et ça a été fait notamment en travaillant sur des projets de recherche à travers Gaming Lab, où on s'est rendu compte que pour certains publics, il y avait une nécessité d'avoir une médiation, d'avoir une transformation des jeux standards pour les rendre accessibles à des personnes qui présentent des troubles. Et c'est ça qui a été un petit peu le déclencheur pour nous de se rendre compte que ce public existait et qu'on voulait vraiment rendre le jeu encore plus universel qu'il n'était aujourd'hui. OK, ouais. Puis j'ai vu les images de la gamme Accès Plus, on va pouvoir en parler pas mal. Mais tu as parlé de Gaming Lab, justement, puis toute cette démarche-là, puis toi aussi, comme scientifique et gamer, je suis vraiment curieux d'en savoir plus parce que on parle ici quand même à la base, il y a de la science, là, il y a de la réflexion derrière ça. Non? C'est quoi ton background un peu? Je vais essayer de faire l'histoire courte, mais moi j'ai fait une thèse en neurosciences qui avait rien à voir avec le monde du jeu, qui était vraiment sur connexion neuronale et autres. Et en parallèle de ça, j'étais passionné très fortement de jeux de société. J'étais même blogueur à l'époque, et donc j'avais voilà ma formation en sciences, ma passion du jeu de société. Ma passion du jeu de société a fait que j'ai voulu arrêter la science. J'ai fait Toc Toc chez Asmodée en 2016, et c'est comme ça que mon aventure chez Asmodée a commencé. Et après quelques années en tant que chef de projet, notamment pour FFG, il y avait eu ce constat qu'il y avait énormément de données scientifiques sur le jeu de vidéo, Mhm. mais très peu sur le jeu de société, alors que le jeu de société existe depuis l'Antiquité et est utilisé à toutes les grandes périodes de l'humanité, et que le jeu vidéo est beaucoup plus récent. Mais il y avait eu pas mal d'investissements pour étudier le jeu vidéo, et notamment à cause des controverses. Et donc, du coup, scientifiquement, il y avait pas mal de publications scientifiques sur le jeu vidéo, mais très peu sur le jeu de société. Et il y avait du coup cette réflexion-là de vouloir légitimiser, rendre plus crédible le jeu de société d'un point de vue Mhm. objet culturel et de loisir. Et donc, il y a eu cette réflexion au niveau d'Asmodée en tant que leader bienveillant. Est-ce qu'on ne devait pas agir? Est-ce qu'on ne devait pas prendre notre positionnement pour initier une action? Et c'est comme ça qu'il y a eu cette idée de créer Gaming Lab et Asmodee Research en mi-2017, de Mhm. créer un support pour promouvoir, produire de la recherche scientifique sur le jeu de société. Et Mhm. donc, on a initié ce Gaming Lab en 2018 pour soutenir des projets de recherche internationaux, pour soutenir des projets de thèse, donc avec des étudiants en thèse sur 3 ans, pour soutenir la création d'événements, pour pouvoir partager ces données scientifiques à un grand public. Et donc, l'aventure de Gaming Lab s'est créée en 2018 et a très bien évolué depuis. Mhm. Et c'est notamment en travaillant avec un psychiatre de l'université de Nice qui regardait comment le jeu avait des effets positifs pour les patients atteints de maladies neurodégénératives. Et c'est lui qui a initié cette démarche à rendre accessibles ces jeux-là à ses patients. Et donc, on a commencé à travailler avec lui et on s'est rendu compte que c'était positif
pour les personnes atteintes de troubles, mais c'était aussi positif pour leur entourage, leur famille, leurs proches, leurs aidants, mais aussi pour les soignants. Ils avaient besoin de matériel qui était adapté à leur pratique. Et ça, pour nous, ça a été le départ de la réflexion autour d'Access Plus et de, encore une fois, en tant qu'acteur important dans l'industrie du monde du jeu, on devait s'engager pour rendre le jeu encore plus accessible à ces fameuses personnes qui n'ont pas accès traditionnellement au jeu. Oui, exactement. Puis, tu sais, je pense que dès qu'on parle d'accessibilité, il y a aussi cette idée-là de c'est un vaste champ. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont différentes limitations pour accéder à certains titres, à certains jeux, à certains types de jeux. Je pense que là, l'initiative Accès Plus, c'est vraiment, on parle auprès des personnes âgées, on parle de gens qui souffrent peut-être d'Alzheimer, qui sont sur le spectre de l'autisme ou qui sont neuroatypiques généralement. Donc, ces recherches-là que vous avez faites, ça a quand même donné justement cet objet concret-là qui est en ce moment les 3 jeux de la gamme Accès Plus qui sont disponibles en ce moment. Timeline, Cortex, puis c'est le Double jeu... Spot It. Double! Puis c'est des jeux, donc, qui, tu sais, ils semblent assez accessibles de base, mais vous avez trouvé des façons de les rendre encore plus accessibles pour qu'un plus vaste public puisse en profiter. Est-ce que tu peux peut-être me dire comment est-ce que ça s'est passé? Parce qu'il y a quand même un gros pas entre la théorie puis la pratique. Avoir un papier, un document de recherche, mais après ça, avoir une boîte de jeux qu'on peut ouvrir puis jouer avec des membres de sa famille. C'était quoi la démarche pour mener à un jeu qui est le fun, finalement, avec lequel tu peux vraiment jouer? La première remarque, c'est sur ce que tu disais. Les jeux Access Plus s'adressent à tout le monde, ça veut dire aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, peu importe quels troubles ils peuvent avoir, si c'est limitant pour avoir une accessibilité au jeu, l'idée de la gamme Access Plus, c'est de rendre les jeux plus accessibles pour tout le monde, le rendre le plus universel possible. Donc, dès qu'il y a un besoin de rendre les jeux plus accessibles pour n'importe qui, les jeux sont faits pour ça. Ensuite, il y avait cette volonté de créer une gamme complémentaire. Donc, on a eu différents critères pour sélectionner les jeux. Le premier critère, c'était d'identifier quelles fonctions cognitives les jeux stimulaient. Parce qu'on on voulait pas faire quelque chose de redondant, on voulait faire, encore une fois, de proposer une solution aux acteurs de la santé et aux proches de personnes en difficulté, de pouvoir avoir quelque chose de varié et de complémentaire. Donc, c'était quelles étaient les fonctions cognitives stimulées. Ensuite, il y a eu la capacité intrinsèque des jeux à être adaptés. Donc, est-ce qu'on voyait déjà des leviers d'adaptation possibles? Et enfin, il y avait la notoriété, l'awareness des jeux, parce qu'on sait très bien que les jeux, s'ils sont connus, ils vont être intéressants, par exemple, pour créer du lien intergénérationnel. Par exemple, Double, le fait qu'un enfant va pouvoir jouer avec son grand-parent en voyant Double, et si l'un ou l'autre présente des troubles, le fait que ce soit une version adaptée va permettre ce genre de choses. Donc ça, c'était nos 3 critères, et donc, Double et Timeline étaient très vite, présélectionnés, et Cortex est venu compléter pour offrir du coup une gamme dès le lancement. Donc, je peux rappeler que les jeux là viennent de sortir entre octobre et novembre en francophonie, donc France, Belgique et Canada, et que là on est en train de travailler sur l'internationalisation pour l'année prochaine. Et donc, ces 3 jeux-là permettaient d'avoir une complémentarité des fonctions cognitives stimulées. Donc, on va être sur le travail de l'inhibition, de l'émotion et de reconnaissance visuelle pour Double. On va être sur la planification et de la mémorisation sur Timeline. Et on va avoir une espèce de boîte à outils avec Cortex où on va pouvoir choisir les challenges pour aller jouer sur telle ou telle fonction. Donc, il y avait cette complémentarité qui était très visible sur ces 3 jeux. Il y a le fait que ces 3 jeux appartiennent à un même studio en interne chez Asmodee qui est Zygomatic. Donc, ça a permis d'initier le travail d'Access Plus avec un seul studio, un seul partenaire. Et donc, ça permettait de faciliter du coup le lancement du projet également. C'était 3 jeux qui sont forts dans notre catalogue. Donc, ça répondait à un autre critère.
Et tout de suite, on savait que sur Double, grâce au projet de recherche mené par Philippe Robert, on savait qu'il fallait travailler sur la taille des icônes, l'orientation des icônes, sur la signification des icônes. On savait que la taille des cartes était très important aussi, et on savait qu'on pouvait jouer sur la difficulté dans le jeu. Ça veut dire que dans le Access Plus, dans le Double Access Plus, il y a 3 niveaux de difficulté. Vous avez différents nombres d'icônes qui permettent de jouer à 4, 5 ou 6 icônes, ce qui permet d'augmenter petit à petit la difficulté ou de faire des groupes différents en fonction des capacités ou de réduire la difficulté Mhm. si les capacités résiduelles décroissent, par exemple. Donc, ça, c'était des choses qu'on savait déjà auparavant. Pareil sur Timeline, on savait que agrandir les cartes était déterminant. On savait que choisir les événements pour être parlant pour l'ensemble de nos cibles était également important. Et on savait qu'il fallait réduire le niveau de compétition au sein du jeu. Normalement, dans Timeline, on joue tous Mhm. sur une même frise. Et là, très vite, on savait qu'il fallait que chacun joue sur sa propre frise pour que chacun puisse avoir du plaisir sans être mis dans difficulté, par exemple. Mhm. Euh, et pour Cortex, pareil, ça a été la sélection des challenges qui a été important. Le fait qu'on fasse des challenges de même type, d'un niveau moyen et d'un niveau difficile, pour pouvoir varier justement encore une fois cette difficulté. Et puis vu qu'on a dû sélectionner dans différents types de Cortex, 1, 2, Kids et autres, il y a eu tout un travail graphique pour le rendre homogène, cohérent et accessible visuellement aussi. Donc, tout ça, c'était des choses qui ont été, comment dire, très vite identifiées par notre équipe au début du projet. Et Mhm. après, surtout, ce qui a été important, c'était de tester sur le terrain. Ouais. Grâce à Gaming Lab, on a créé un réseau d'experts de différents domaines, d'un point de vue scientifique ou experts de la santé. Et donc, on a travaillé avec eux sur, la pertinence de la sélection des jeux, quelle était la pertinence des différentes adaptations. On a créé des prototypes, on les a fait jouer, que ce soit les professionnels ou les patients. On a Mhm. récupéré les feedbacks pour savoir justement ce que tu disais, si la théorie était comment dire, bien réelle au niveau de la pratique. Donc, on a travaillé comme ça par itération, différentes sessions de test, aller de plus en plus loin dans la constitution du prototype. Et lorsqu'on avait une solution qui était très satisfaisante, c'est là où on est passé sur un projet éditorial pour développer les jeux et les produire. Tu sais, on dirait que dans le monde du jeu de société, parfois, puis tu sais, je ne veux pas accuser personne, mais c'est vrai que tu sais, il y a comme une espèce de. Tu sais, un jeu qui marche, un jeu dont les gens vont parler beaucoup dans la communauté, c'est souvent un jeu qui est très, très, très complexe. Tu sais. C'est souvent un jeu dans lequel même des gens qui sont tu sais, neurotypiques vont avoir comme un gros défi à le sortir. Le but, c'est pas que tous les jeux deviennent accessibles, mais y aurait-il pas effectivement dans les moments où ce qu'on se dit le plus facile pour rendre quelque chose d'accessible, c'est d'avoir différents niveaux de difficulté. Est-ce qu'on voit un moment peut-être dans un avenir rapproché où des compagnies avec une grosse boîte, un jeu très complexe, vont peut-être pouvoir mettre des niveaux de difficulté un peu plus variés? C'est souvent, on se dit un jeu va être un bon jeu parce qu'il est très, très difficile. Même un jeu coopératif, des fois, c'est vraiment dur de s'en sortir. On va se faire battre par le jeu. Est-ce qu'il y aurait possibilité éventuellement, dans un désir d'accessibilité, qu'il y ait des variantes peut-être offertes dans un jeu standard? Mettons, tu achètes ta boîte, puis comme dans une boîte de jeu standard, il y a les règles en français, anglais, allemand, italien, ben, il y aurait peut-être aussi une version accessible de ce jeu-là où c'est le jeu réduit à sa plus simple expression. Bah, j'ai envie de te dire, rendez-vous dans 2, 3, 4, 5 ans pour voir 5 ans, ouais! si ça arrive. Je ne sais pas à quel point cette notion d'accessibilité va se diffuser au sein des différents éditeurs. Nous, on commence à voir à travers Access Plus des sollicitations ou en tout cas déjà des interrogations sur de la faisabilité. Donc, ça montre que la question, elle intéresse et des acteurs se positionnent dessus. Après, avoir un standard, d'avoir un module, l'accessibilité dans un jeu complexe, ouais, je pense que rendez-vous dans 3-5 ans pour statuer sur ta question. Ouais. Quand même, hein, c'est vrai que ben, déjà, on voit qu'il y a tu sais, une sensibilité qui s'est installée. Puis moi, je salue la démarche de Access Plus puis de Gaming Lab parce que ce genre de démarche-là, déjà, on dirait que ça fait réfléchir les gens. Soudainement, tu as comme conscience de Ah, OK, c'est un pan du jeu, un angle mort peut-être que j'avais. Mais déjà, on voit qu'il y a un peu de. Il y a des choses qui ont avancé un peu, ne serait-ce que Une prise de d'avoir conscience.
une prise de conscience, tu Mhm. sais, d'avoir des icônes, par exemple, pour les gens qui sont daltoniens dans un jeu où il y a beaucoup de codes de couleurs. Tu sais, des fois, c'est des petites choses qui font que soudainement, un jeu devient un petit peu plus accessible à un peu plus de gens. Toi, est-ce que tu penses que est-ce que tu as l'impression, mettons, qu'il y a certains jeux nous autres, on est des tripés de gros jeux aussi, mais est-ce que tu penses que ce serait un truc intéressant, mettons, pour un Lacerda, d'avoir un truc un peu plus accessible dedans ou un peu plus. Est-ce que c'est possible ou il y a certains jeux qui vont rester peut-être hors Euh, de l'accessibilisation? Bah, après, ça va accessible à quel trouble? Par exemple, si on va prendre des troubles de motricité ou des troubles visuels ou des troubles cognitifs, tu vas avoir différentes adaptations nécessaires. Et là, si on prend un Vital Lacerda, bah, pour qui tu veux le rendre accessible? Est-ce que tu veux le faire sur la difficulté du jeu? Et dans ce cas-là, est-ce que ça reste toujours un Vital Lacerda? Hmm. Et est-ce que tu veux le faire d'un point de vue visuel pour rendre plus accessible à des joueurs qui ont des troubles visuels? Et ça reste un positionnement. Je pense que c'est difficile aujourd'hui de se dire qu'on va rendre le jeu à tout le monde. Donc, il faut forcément faire un choix éditorial. Et pour que les acteurs puissent prendre le parti d'eux, bah, ça va être, à mon avis, bah, voilà, sur plusieurs années, on l'a déjà dit. Et puis, ça va dépendre aussi de la pression de la demande, à qui on va répondre. Euh, ça aujourd'hui, je serais prudent sur les réponses que je pourrais donner. Hmm. Ben, je vais peut-être rebondir là-dessus pour parler de Gaming Lab et des différentes initiatives. Parce que là, on le voit, ça, c'est un résultat concret des recherches. Fait que Gaming Lab, puis je sais que ça fait partie de Asmodee Research, et ça, je pense que c'est deux Est-ce que tu veux concepts. que je te redéfinisse un petit peu comment c'est structuré? Ben, sans entrer dans les détails de la structure de cette idée-là, mais vous avez d'autres projets aussi, d'autres recherches que vous êtes en train de mener. Est-ce que ça va mener à d'autres, comment dire, sous-types de jeux ou d'autres nouvelles initiatives, nouvelles boîtes, nouvelles gammes? Qu'est-ce qui est en ce moment en train de se préparer? Donc, Asmodee Research, c'est le département que j'ai créé au sein d'Asmodee qui représente l'engagement philanthropique d'Asmodee en tant qu'acteur vis-à-vis de la société. Donc, on Mhm. soutient la recherche scientifique à travers Gaming Lab, on soutient l'inclusion, l'accessibilité à travers d'Access Plus Mhm. et on a d'autres projets en cours de développement. Et si tu veux, pour moi, Access Plus, c'est l'application directe d'un projet de recherche de Gaming Lab. Donc Mhm. plutôt en mode recherche et développement, on a une recherche et ça crée le développement d'un produit, d'une marque et d'un projet concret. Au sein de Gaming Lab, on finance aujourd'hui plus de 20 projets scientifiques qui sont sur les relations entre jeu et autisme, jeu et Alzheimer, jeu et développement cognitif, jeu et apprentissage ou ce genre de choses. Et donc ça, c'est chaque chercheur qui mène son projet à bien, qui va avoir des résultats et qui vont être probants ou discutables, ou en tout cas intéressants de pouvoir creuser sur la question. Et donc, on n'est vraiment pas dans un but où les recherches de Gaming Lab sont euh, comment dire, drivé par un objectif précis, c'est vraiment pour développer la connaissance scientifique sur le jeu. Et s'il y a un sujet qui semble intéressant, s'il y a un résultat qui semble pertinent, bah, c'est la force d'Asmodee Research, c'est de pouvoir se dire, bah, ce projet-là, on peut essayer de le questionner et voir si on peut en créer une application. Euh, donc aujourd'hui, te répondre, est-ce qu'il y aura d'autres applications basées sur la recherche? Euh, En toute transparence, aujourd'hui, c'est pas le cas parce que mener le développement de Gaming Lab, mener le développement d'Access Plus, c'est déjà Mhm. beaucoup de travail et surtout, on a envie de faire les choses avec vraiment une vision sur le long terme et on a envie d'enraciner ces initiatives-là et vraiment que les bénéfices soient durables. Ouais, puis Donc en ce moment, est-ce qu'il y a une autre action basée sur des résultats de recherche? La réponse est clairement aujourd'hui non. Est-ce que ça pourrait venir? Bah, je l'espère. ouais, puis mettons, là, parce que je sais qu'on en côtoie beaucoup, là, mais tu sais, des jeunes théoriciens du monde du jeu ou des théoriciennes du monde du jeu, il y en a de plus en plus, des gens qui vont aller à l'université ou qui vont faire des recherches dans le sens d'essayer de développer notre connaissance de quoi faire avec le jeu, comment est-ce qu'on peut l'appliquer scientifiquement dans plein de milieux, plein de domaines. Euh,
pour un jeune qui vient de sortir là, avec des idées de recherche comme ça, quel conseil tu aurais à lui donner? Là? Quelqu'un qui s'intéresse à la théorie ludique, est-ce que vous avez ces genres d'initiatives-là à Gaming Lab pour des gens, par exemple, qui font de la recherche sur le jeu de rôle, les jeux de cartes ou plus largement le jeu et la société? Est-ce que des jeunes peuvent vous approcher avec leur recherche pour développer avec vous? Bah, c'est un peu exactement comme ça qu'on fonctionne au travers Gaming Lab. On a essayé de créer une communauté de chercheurs pour justement rassembler un petit peu les différentes expertises. Donc, si quelqu'un a envie de s'intéresser à un sujet de recherche sur le jeu de société, qui nous contacte pour qu'on puisse échanger et lui donner les informations sur quelles sont les données aujourd'hui connues pour pouvoir identifier quel est le panorama de la recherche aujourd'hui sur le jeu de société. Et après, on fonctionne avec des financements à travers d'appels à projets où chaque année, on finance des projets internationaux sur des questions plus spécifiques où les chercheurs candidatent pour avoir les financements Gaming Lab et pareil sur un financement d'un projet de thèse sur 3 ans. Donc, on a 2 appels à projets, un qui est ouvert en ce moment pour les projets de thèse et un qui s'ouvre un peu plus tard au printemps. Et là, c'est le chercheur propose son projet pour être analysé par notre comité scientifique qui est totalement indépendant d'Asmodée. Donc, c'est vraiment des scientifiques qui ont été impliqués dans le projet depuis le début, qui vont analyser les projets scientifiques et du coup déterminer quels sont ceux qui sont les plus pertinents pour Gaming Lab à être financés. Et derrière, le chercheur reçoit son financement pour pouvoir mener à bien son projet. Donc, s'il y a des personnes qui s'intéressent à la recherche sur le jeu de société, candidater à notre appel à projet est clairement ce qu'il y a de plus efficace. Et vu que vous êtes au Canada, sans aucune révélation, mais il y a déjà 4 projets canadiens qui sont financés par Gaming Lab. Donc, le projet d'Annick Pelletier sur le développement des fonctions cognitives, le projet d'Elsa Bredusseau qui regarde comment le jeu de rôle peut être un outil de remédiation psychologique, et 2 nouveaux projets sur lesquels on va communiquer bientôt, qui ont été révélés notamment lors du salon Jeux Jouets le mois dernier. Ben, ça, c'est vraiment super. Ben, moi, je trouve que c'est donner des lettres de noblesse à ceux qui vont justement se pencher en faisant le jeu de société. C'est quelque chose qui peut être aussi sérieux puis qui peut avoir des bienfaits dans notre société au-delà de juste être un divertissement. Fait que chapeau pour vos démarches. Puis pour cette gamme-là, donc on se rappelle, gamme, c'est Accès Plus. Donc, c'est pas uniquement pour les gens donc, qui sont justement, qui travaillent dans un travailleur social ou dans un centre pour personnes âgées. C'est vraiment pour ceux qui voudraient ouvrir que ce jeu-là soit plus accessible, puis on peut y jouer tout le monde, puis le jeu reste le fun. Tu me confirmes que c'est le fun? Ah, c'est exactement ça, c'est rendre le plaisir ludique accessible à tous. C'est pas du tout pour essayer de le transformer. Et justement, ce que tu dis, ça a été une de nos grosses surprises lors de l'annonce du studio en mai dernier. C'est vrai qu'initialement, on avait fait ces jeux-là plutôt pour le secteur professionnel ou le secteur de la santé. On voulait adresser ces jeux aux personnes qui accompagnent les gens qui ont des troubles. Et on s'est rendu compte que, en fait, tout le monde peut être concerné dans son quotidien et énormément de personnes voulaient avoir accès à ces jeux-là dans le grand public. Et du coup, ça a changé notamment la stratégie de distribution pour Asmodée France, mais également pour Asmodée Canada, pour adresser les jeux aux entités professionnelles, mais également à toutes les personnes qui voudraient l'avoir pour pouvoir jouer avec ses proches de façon plus accessible. Ben, oui, vraiment, c'est une super gamme. Fait que merci, Micha, de nous en avoir parlé aujourd'hui. Puis avant de terminer, j'aimerais savoir, est-ce que tu as essayé la nouvelle campagne de Horreur à Arkham, le jeu de cartes évolutif? Ah, j'ai les cartes investigateurs, mais la campagne est pas encore en stock. Donc là, j'attends de la recevoir pour construire mon deck. C'est Calvin Wright, ton investigateur préféré, je pense. Calvin, all day, every day. Oh, il faut savoir le runner un peu. Il est pas évident à rouler. Faut prendre des risques, mais sans survivant. Voilà, alors un homme qui aime prendre des risques. Merci, Micha, encore. Merci à vous, un plaisir. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche!
sonne la cloche. Comment ton ouais fait le mon titi? Sonne la cloche, sonne la cloche. Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.